J'espère que vous commencez, vous amorcez un excellent week-end. Alors, aux plus jeunes qui n'ont pas connu cette période et à leurs aînés qui ont connu cette période, nous rejouons ces musiques pour vous rappeler que le Cameroun n'a pas toujours été ce que vous connaissez, c'est-à-dire que la poubelle mondiale, un déportoir à ciel ouvert d'immondices, comme vous avez pu voir à la faveur de ces villes mortes. Moi, je n'ai pas reconnu mon pays. Donc, quand on vous joue ces musiques, c'est pour vous dire que bientôt, on aura un Cameroun libéré. Un Cameroun libéré de ses prédateurs. Ayem Miss, qu'on n'a pas salué, qu'on accueille, on salue tous les autres, les Francky, les Pierre Sandou, Amel Stéphane, qu'on accueille, Jonki Moline, Camille Aubin-Lagueux, voilà, Lydie Ngongan. Euh, Aujourd'hui, les Camerounais sont les grands danseurs d'autres musiques. On fait de la mauvaise musique au Cameroun. Il y en a qui font du zouk, qui pensent que c'est du makossa. C'est pour ça que nous, les aînés, on vous joue ces musiques pour vous rappeler qu'il fut une époque où, même si on vous donnait 1 milliard de francs et on vous proposait d'aller vivre aux États-Unis, vous ne partiez pas. Parce que le Cameroun était alors le plus beau pays du monde. Vous l'appelez continent. Nous, on l'appelait l'Afrique en miniature. On accueille le frère Lucas Tassot depuis Toulouse en France, Rodrigue Duchel, Flo Jim 111, Taux de contrôle. Euh, donc, quelqu'un me demande si quand on donne des infos, ça n'aide pas le camp d'en face. Euh, Rien ne peut les aider parce qu'ils savent pas ce que nous faisons. Les informations que je vous donne, c'est pour vous motiver, pour que vous ne perdiez pas la foi, parce qu'il se passe de bonnes choses. Je peux le vous dire ce soir, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Ces gens vont partir bientôt. Ils ne savent pas ce qui va les frapper. Ils ont fait euh, une mise en scène, ce que j'appelle une mascarade, euh, Diane pure. Si vous êtes fatigué, ici, ce n'est pas votre endroit. Ici, nous parlons. Vous avez dit ça à plusieurs reprises, je n'ai pas réagi, mais je suis obligé de vous éliminer parce que ici, on aime on aime la bonne nouvelle. On n'aime pas les gens qui sont, comment on va dire ça, fatalistes et pessimistes. Donc, quand vous venez ici, vous dites que c'est la même chose. Vous l'avez dit à plusieurs reprises ce soir, donc je suis dans l'obligation de vous enlever. Ici, on est là pour un Cameroun nouveau. On est là pour l'espérance. Voilà. Donc, votre place n'est pas ici. Je suis désolé de devoir me séparer de vous. Voilà. Donc, ici, on est là. Je l'ai dit hier. Si vous êtes pessimiste, ici n'est pas votre place. Vous êtes au mauvais endroit. Mais c'est stratégique. Tous ces téléphones avaient été mis sur écoute. Ses collaborateurs avaient été infiltrés. Donc, on est en train de mettre en place euh, euh, la logistique. Ceux qui ont les oreilles comprendront. Ça ne sert à rien. Le président Kamto peut venir. Le président, vous voyez le lapsus, il est intéressant. Le président Tiroma peut venir ici, vous dit voilà, je suis investi, moi aussi, je me proclame président. Et derrière ça, s'il n'y a rien, il faut une dynamique. Quand il va s'adresser à vous, on vous dit voilà, le vrai président du Cameroun, celui sur lequel vous avez majoritairement porté vos suffrages, c'est Issa Chiroma Bakary. Mais vous n'avez pas élu Chiroma pour ses beaux yeux, ou pour aller en boîte de nuit avec lui, ou pour aller en vacances avec lui. Vous l'avez élu parce que vous lui avez confié votre destin. Rappelez-vous les fondamentaux de la démocratie, les fondamentaux de l'élection. C'est le principe pour chaque citoyen de disposer de la latitude ou de la faculté de désigner le ou les dirigeants de sa préférence. Vous l'avez fait. Mais quand vous désignez un dirigeant, euh, il est votre mandataire. En français simple, il travaille pour vous. Euh, S'il ne remplit pas sa part de contrat, vous le congédiez. Donc, si le président élu, comme Chiroma vient vous dire,
voilà, c'est moi le président, ce qui est vrai, vous avez porté vos suffrages sur lui, mais il doit vous dire ce qu'il a l'intention de faire pour vous. Il doit vous dire comment il va implémenter le programme, le projet de société sur la base duquel vous lui avez fait confiance. Et dans quelle séquence. Il ne va pas venir vous dire, voilà, c'est moi Tiroma, je suis le plus beau, vous m'avez élu, et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut une suite, il faut une continuité. Que M. Biya dise qu'il a gagné l'élection, c'est normal. Qu'il triche l'élection, c'est normal. Parce qu'après 43 ans au pouvoir, on ajoute à ça les 20 autres années qu'il a passées dans les arcanes du pouvoir. Ça fait 63 ans. Qu'est-ce qu'ils savent faire d'autre que de voler, que de piller? Ahmad Bachi me dit qu'on a peur de l'usure. Il n'y a pas d'usure. Le président Chiroma a fait ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire, il a porté devant vous un projet de société que vous avez approuvé en lui accordant la majorité de vos suffrages. Le camp d'en face empêche cela en utilisant une force illégitime. Ce à quoi nous avons l'intention, puisque c'est le seul moyen dont il dispose, mais je peux vous dire qu'il y a des négociations. Il y a des négociations auxquelles nous disons non. Je ne vais pas dévaler, je ne vais pas tout déballer à la face du monde, mais il y a des négociations et Paul Biya sera débranché. Le spectacle qu'ils ont donné hier, ils ont montré, ils se sont tirés une balle dans le pied. Il s'est passé plusieurs choses. Il y a eu une élection à laquelle vous avez répondu massivement. La communauté internationale a vu. Si vous avez pu voir des fraudes massives éventrées en mondovision, les autres les ont vues. Au Cameroun, il y a des chancelleries qui ont vu cela. À Washington, à Londres, à Paris, à Berlin, à Madrid, à Lublin, à Montréal, à Ottawa, on a vu tout cela en direct. Secondo, tout le monde sait que on accueille la combattante Mirabet Chamba, on accueille la combattante Chancerie depuis l'Allemagne, Aïchata qu'on accueille également ici. Donc, les jeunes que vous avez vus sortir manifester, ce n'était pas pour plébisciter Issa Chiroma, c'était pour dire le vote, le résultat que vous annoncez ne correspond pas au mandat que nous avons donné à Issa Chiroma Bakari. Mandat que nous lui avons donné sur la base du projet de société qu'il nous a présenté et que nous avons approuvé. Raison pour laquelle nous lui avons accordé un préjugé favorable, nonobstant ses errements passés au sein du régime. Nous lui accordons un préjugé favorable et nous lui accordons une deuxième chance. À charge pour lui, il a signé des engagements. Avant l'élection, vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce qui nous fait dire que Issa Chiroma, cette fois-ci, dit la vérité. S'il changeait la parole, parce qu'il a dit qu'il est le candidat de transition et de passation, s'il changeait de parole, je vous ai dit non, il a pris des engagements. L'engouement avec lequel on aura tout fait pour l'installer au pouvoir, s'il ne tenait pas parole, c'est avec la même méthode qu'on le renverrait. Et les choses avancent. C'est ce que je peux vous dire. Vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Nous travaillons sur le temps long. Ces gens donnent en public, ils jouent les arrogants, ils jouent les triomphalistes, mais en privé, ils sont en train de négocier. Le président Chiroma, ça je peux le vous dire, dit qu'il est ouvert à la négociation à la seule condition qu'on avalise l'expression du suffrage des Camerounais. C'est la seule négociation qu'il accepte. Donc il se passe des choses. Je vous ai toujours dit, nous ne sommes pas seuls au monde. Le Cameroun, c'est quoi? C'est 475 000 km². C'est un peu moins de 40 millions d'habitants. Vous avez des exemples sur la terre. Mobutu avait été mis là par les Occidentaux. C'est eux qui l'ont remercié avec un gros coup de pied par le derrière.
Paul Biya, si François Mitterrand n'avait pas été là, il aurait été renversé. Pas en 1984, mais en 1988, lorsque les Nzemeka voulaient se débarrasser de lui et que François Mitterrand est intervenu pour mettre de l'ordre dans tout cela. Donc, De Gaulle avait dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que les amitiés de leurs intérêts. Paul Biya a montré à la face du monde qu'il ne comprend plus rien. Vous n'êtes pas les seuls, les Camerounais, à faire cette lecture. Les Occidentaux, nos partenaires, ont compris que, à travers l'élection de Paul Biya, c'est l'élection d'une bande de coquins, des gens comme les Ngongo qui n'ont reçu aucun mandat. Voilà pourquoi ils n'hésitent pas à faire tirer sur les Camerounais à vue et à balles réelles. Donc vous n'êtes pas les seuls à faire cette lecture. La communauté internationale le sait. Mais ils savent aussi le degré d'instabilité auquel s'expose le Cameroun si la voix, si l'expression du suffrage n'était pas respectée. Vous voyez des chrétiens incultes comme Bruno Bidjan qui prend des éléments de langage pour jouer les panafricanistes de carton, mais il ne sait pas qu'il cause beaucoup de tort à ses employeurs. S'il avait un peu de culture, un peu d'histoire, il comprendrait que les mêmes causes reproduisent inexorablement les mêmes effets. C'est pour ça que Hegel disait que l'histoire est le lieu du déroulement, est le lieu du déploiement de la raison universelle. L'histoire a un cours. L'histoire se base sur le drame. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire est tragique. Car s'il vous arrive quelque chose dans le présent, il faut toujours regarder dans le passé. Si ce qu'il vous est advenu à vous est advenu à quelqu'un d'autrement, qui était plus protégé, mieux protégé par les Occidentaux que Mobutu. Mobutu avait trahi Lumumba parce qu'il avait été détecté par la CIA. Mais c'est la CIA qui a dit qu'il ne faisait plus l'affaire. L'homme fort en Afrique centrale ne devait plus être Mobutu, ne devait plus être à Kinshasa ou Badoli. Il devait être à Kampala, en Angola, en la personne de Yoweri Museveni. Ahidjo, qui avait été porté à bout de bras par les Français. Je vous parlais encore hier de Pierre Mesmer, gouverneur colonial au Cameroun, l'homme qui avait entamé les pourparlers dans la bourse avec Oumiobe par l'intermédiaire de Monseigneur Thomas Mongo. Il dit dans ses mémoires, au Cameroun, nous avons raté le coach, car nous avons donné l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins ou qui ne la demandaient pas du tout. Il cite Ahidjo. Il n'y a aucun passage dans ses discours, parce qu'il a commencé sa carrière au sein du BDC de Léopold Djoula, il n'y a aucun passage où Ahidjo revendique l'indépendance. C'est lui qui a conduit le Cameroun à l'indépendance, entre guillemets, ce qu'on appelle l'indépendance conférée ou nominale. Après avoir exécuté le dernier chef historique de l'UPC, le 15 janvier 1971, c'est-à-dire 22 jours avant l'arrivée du président français au Cameroun, Georges Pompidou, il a voulu se racheter. C'est là où il a véritablement commencé à dérouler son programme pour se racheter. Jacques Foccart dit dans ses mémoires que, à égalité, il offrait des choses à la France, mais il voulait donner des gages. Il voulait faire du zèle pour s'excuser de ce qu'il avait fait vis-à-vis des nationalistes. Les derniers jours, il vivait dans le remords. Fauchivet dit dans ses mémoires, Ahidjo lui disait, vous savez, la France, quand elle vous a pressé comme une orange, elle vous jette. C'est la France qui a facilité son accession au pouvoir, mais c'est la France qui va s'en débarrasser avec un coup d'état médical. La France facilite l'accession de Paul Biya au pouvoir, conforte son pouvoir, consolide son pouvoir, parce qu'en 1992, lorsque Biya triche l'élection,
tous les pays ont sanctionné le Cameroun. Ils ont coupé leur aide, en commençant par l'Allemagne. Le seul pays, si vous pouvez, vous lisez les mémoires de Guy Pen, monsieur conseiller de la cellule africaine à l'Élysée, qui le dit. Parce que tous ces gens, avant de mourir, vident leur conscience. Il dit, au Cameroun, ils ont failli se flinguer. Mais c'est l'anglophone qui a gagné les élections. Mais la France est intervenue pour empêcher l'élection de John Fondi, parce que John Fondi était anglophone. Il y avait eu des pourparlers en avant. On a dit, voilà, si Fondi veut laisser la place à Boba Bello Magari, on lui trouverait une place. Les interventions ont buté à ce niveau parce que les Français s'est méfié des anglophones. Parce que rappelez-vous que quand il y a le projet, nous sommes en fédéralisme, on appelait ça la réunification, octobre 1961. Le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958. Il dit à Idio, et c'est Foucault qui le dit dans ses mémoires, je vous conseille de les lire, il dit à Idio, pourquoi n'apprenez-vous pas le français à vos compatriotes de langue anglaise, sinon ils vont continuer à faire des velléités. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, le pétrole a été découvert en zone anglophone. Mais avant la découverte du pétrole en zone anglophone, on avait découvert en 1954 beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz à Lokbaba, entre Douala et Yaoundé. Mais je vous rappelle aussi que 1954, le 1er novembre 1954, c'est le début de la guerre d'Algérie. L'Algérie est le seul territoire d'outre-mer que la France a divisé en départements. Il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup de gaz. Mais la France est consciente qu'un jour, elle va partir d'Algérie. 1954, De Gaulle n'est pas revenu aux affaires. Il est au sorti de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on a dissous la Troisième République, on a instauré la Quatrième République. On a, parce que la Troisième République s'est déconsidérée en collaborant avec l'occupant nazi. Donc, au sorti de la guerre, on fait un gouvernement, ce qu'on appelle un gouvernement insurrectionnel. De Gaulle est à la tête de ce gouvernement, les communistes sont majoritaires, il y a un truc qui s'appelle le MRP, Mouvement des Républicains Populaires, qui soutient De Gaulle. De Gaulle n'a pas de parti politique, il faut attendre 1957 pour qu'il crée son parti politique, le RPF, Rassemblement du peuple français, dont s'est inspiré François Senghako pour créer le RDPC en mars 1985 à Bamenda. Parce qu'à l'origine, le RDPC devait s'appeler le RPC, Rassemblement du peuple camerounais. Une idée de Senghako. Mais les faucons de l'aile de l'ère géographique de Biya n'ont pas voulu qu'il emporte le crédit. C'est lui qui est le véritable père de l'ouvrage qu'on appelle le libéralisme communautaire, attribué à Biya, indûment, parce que ce n'est pas lui l'auteur. Alors, tous ces gens qui veulent me contacter, écrivez-moi en inbox, Elvis Blondel et tous les autres, et contactez-moi en inbox. Je vois que vous êtes sur Facebook. Vous me contactez en inbox et je vous mettrai mon numéro WhatsApp. Donc, c'est sans problème. Vous n'avez pas besoin d'audience pour me parler en privé. Donc, De Gaulle n'a pas de parti, mais il a pour lui la légitimité d'avoir dit non aux nazis et d'avoir dit non à Pétain. C'est le libérateur, entre guillemets, de la France. Donc, il est à la tête de ce gouvernement. Mais ça, c'est à son retour en 58. Mais en 1900, c'est-à-dire que quand à la libération, nous sommes en 45, De Gaulle est à la tête de ce gouvernement. Il va démissionner avec fracas en janvier 46, c'est-à-dire une année plus tard. Il s'est retiré à Colombey les deux églises parce qu'il pense que ça va durer quelques jours. La France ne peut pas se passer de De Gaulle. Mal va lui en prendre. Il va y rester 12 ans. Et il ne reviendra qu'à la faveur du conflit algérien. Mais la guerre d'Algérie va commencer le 1er novembre 1954 et va emporter beaucoup de gens. C'est l'instabilité de la 4e République. C'est Pierre Mendès France comme président du Conseil des ministres qui envoie au Cameroun Roland Pré, un gouverneur cruel, en remplacement de Soukado, André Soukado. Mais
il ne va pas faire long feu, on va le renverser. Donc quand De Gaulle revient aux affaires, il crée la Ve République avec des institutions solides sur lesquelles ont été calquées la plupart des constitutions des pays du précaré. Donc, il ne faut pas perdre les colonies. Il faut que la France mette les hommes sûrs. Dans l'opposition, dans la résistance, De Gaulle sent que la France peut perdre son empire. La France croule, pas sous les dettes, mais la misère. Les gens ont faim en France. Il y a des gens qui n'ont pas de chaussures, ils emballent les pieds avec des chiffons. La nourriture est rationnée, c'est-à-dire que vous avez de l'argent, mais il n'y a pas à manger. Donc on fait le rationnement. Dans une maison où il y a 5-6 personnes, vous n'avez pas droit à acheter plus de 2 baguettes et demie par jour. La margarine manque sur le marché, c'est une forme de beurre, forme résiduelle de beurre, on fait à manger avec. Le marché noir prospère, des gens font fortune dans le marché noir. Les Américains apportent une aide massive à la France et il y a le plan Marshall du nom de ce ministre américain qui se propose, qui fait un plan pour reconstruire tous les pays européens victimes des destructions de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la France, et puis les Américains ont battu une monnaie qui s'appelle le franc français, mais battu aux États-Unis. C'est-à-dire une sorte de franc CFA à l'envers, dont De Gaulle n'a pas voulu. Mais ce qui ne va pas l'empêcher de venir créer le franc CFA en Afrique le 25 décembre 1945. Donc, il y a cette embrouille qui va coûter très cher au Cameroun, c'est-à-dire les Camerounais vont pâtir des effets de la guerre d'Algérie, parce que oui, la guerre d'Algérie, c'est la guerre d'Algérie, il n'y en a rien à voir avec le Cameroun. Mais elle est pour le Cameroun l'arbre qui va cacher la forêt Cameroun. À cause de la guerre d'Algérie, on ne parle pas des massacres qui ont lieu au Cameroun. En pays Bassa, en pays Bamileke, l'usage du napalm, ce qui a été fait au Vietnam. La France vient d'être battue à bien plus. Elle a expérimenté des choses. Ce sont des tueurs qu'on a battus au Vietnam qui sont installés au Cameroun, qui larguent les gens dans les hélicoptères. Les chutes de la Méchure, vous avez entendu parler. Donc, donc il y a ce truc que Ahidjo plus tard va porter dans sa conscience. Il est très jeune quand on le détecte. Donc il veut se racheter. Donc, les Français le prennent. Lorsqu'on veut procéder à ce qu'on appelle la levée de la tutelle, ce que vous appelez l'indépendance, mais en droit international, c'est la levée de la tutelle. Levée de la tutelle parce que on donne l'indépendance à un pays qui est colonisé. Or, le Cameroun n'est pas une colonie de la France. C'est un territoire international dont la gestion revient aux États-Unis, qui en a confié le mandat ou tutelle à un autre pays. Donc, le Cameroun n'est pas en état de décolonisation. Il faut simplement lever la tutelle qui était mise sur le Cameroun. Il n'a pas le même statut que les autres pays du précaré. C'est pour ça que le référendum de septembre 1958, qui était valable sur tous les territoires, n'a pas eu lieu au Cameroun, parce que le Cameroun avait un statut particulier. C'est le référendum auquel Sékou Touré a dit non, ce qui va entraîner sa rupture avec le général de Gaulle. Donc, Lola dit qu'elle ne savait pas que c'était un cours d'histoire. Non, non, Lola, vous me découvrez. Mais si vous venez dans mes directs, nous avons le sujet, mais nous remontons en amont. Nous remontons en amont. Je ne vous fais pas reproche de faire ce commentaire, vous avez raison, mais je vous parle de Tiroma, mais il faut replacer tout cela dans le contexte. C'est-à-dire que hier, vous avez vu l'arrogance des gens du RDPC, parce que ensuite vous avez vu des gens comme les Bruno Bidjan qui font la leçon à la France. Mais je fais donc le rappel historique pour vous dire que on a vu ça ailleurs et ça leur a coûté très très cher. C'est pour ça que je parle de l'histoire comme lieu du déploiement de la raison universelle. Donc voilà. Donc si vous venez dans mes directs, je suis sûr que vous me découvrez. Je fais toujours un parallèle avec l'histoire avant de faire une projection dans le futur. Donc, Ahidjo a bénéficié de cette attente. Donc, quand il y a la levée de la tutelle, pourquoi je parle de la levée de la tutelle? Parce que Roland Félix Moumier, Marcel Bébé et Idi veulent parler à Ahidjo.
Nous sommes fin décembre 1959. On va lever la tutelle le 1er janvier. Moumier dit, bon, laissons de côté nos différences idéologiques. Nous sommes des enfants d'un même pays. Euh, Parlons-nous. Les Français vont mettre Aïdjo entre eux. Je vais vous trouver cette image un jour. Et ils vont le barricader pour que Aïdjo ne parle pas avec les Roland Moumier. Parce que Moumier dit, bon, laissons tomber nos différences. Nous sommes de gauche, Aïdjo ne l'est pas, mais nous sommes les enfants du Cameroun. Faisons la paix. Oublions les petites bagarres. C'est un moment décisif. Notre pays est en train de s'avancer vers l'indépendance. Il ne faudrait pas que le Cameroun exclue certains de ses enfants. Donc, parlons avec Aïdjo, c'est notre frère. Les Français à l'ONU, les Français le mettent au milieu. Ils empêchent que Aïdjo puisse parler avec Roland Félix Moumier ou avec Marcel Bébé Eyidi. Ils l'ont cadenassé. À la présidence, il y a des conseillers français. On va même lui donner des gardes du corps français. Donc, Aïdjo n'est pas conscient. Mais beaucoup plus tard. Et c'est ce qui va décider son départ. Parce que les Français, si vous jouez à ce jeu avec eux, il faut aller jusqu'au bout de votre logique. Ils vont faire la même chose avec Félix Houphouët-Boigny. Les derniers jours, Houphouët-Boigny est mort dans le chagrin, dans l'amertume, la déception. Il a tout donné à la France. Mais les derniers jours, il est mort. Il est allé mourir en Suisse. C'est vrai, il est mort en Côte d'Ivoire, mais bon, il était cliniquement mort. Les Suisses ont dit, on ne peut rien faire pour vous. Omar Bongo, pareil. Les derniers jours, Bongo a été atteint d'un cancer généralisé. Il a refusé qu'on l'amène en France. Il est allé mourir en Espagne, en maudissant les Français. Mobutu, pareil. Mobutu avait une propriété aujourd'hui qui est évaluée à 18 millions de dollars. Cap Saint-Ferrat, 18 millions d'euros. Mais les Français ont refusé de lui donner le visa, malgré les millions qu'il avait donnés à Jacques Chirac. Le Premier ministre est Alain Juppé. Donc, ils finissent tous comme ça. Donc, Monsieur Bidjan, qui ne connaît pas l'histoire, pense qu'il peut faire. Mais il ne sait pas que sans les Français, Biya ne serait jamais arrivé au pouvoir. Biya ne serait pas resté au pouvoir. Oui, Omar Bongo, il est mort en pleurant en Espagne. Vous avez vu les images. Je vais vous trouver ça tout à l'heure. Lorsque Jacques Chirac arrive avec Sarkozy au Gabon, ce sont les obsèques de Bongo. Les Gabonais les huent. Les Gabonais disent laissez le Gabon, laissez le Gabon. Alors qu'ils pensaient que la France était leur ami. Donc, ce que vous dites, quand vous voyez des gens comme les Bruno Bidjan, des ignorants, faire du nationalisme à 2 balles 50, ils ne connaissent pas les Français. Quand vous faites ça, Issam Habré est venu au pouvoir comment Issam Habré est venu au pouvoir avec Ngoukouni Wadei. Le premier président du Tchad s'appelle Ngarta Tombabay. C'est un instituteur, un alcoolique hystérique. Il appartient à l'ethnie des Sara. Donc, pour Jean Bédel, ils ont été injustes. Ariane Dongo, reposez-moi la question et je vais vous raconter tout cela. Donc, la France le maintient parce qu'il est chrétien. Donc, quand on l'élimine, il est remplacé par le général Félix Maloum. Alors se pose la question, faut-il choisir entre Ngoukouli Wedei et Issam Habré? Issam Habré a fait ses études en France. Ngoukouli Wedei, c'est un prince, il vient d'une dynastie musulmane. François Mitterrand dit, on va porter notre dévolu sur Issam Habré, même si il a un riz couché, au Cameroun on dit Macabo, avec la France. Ils ont pris en otage une anthropologue et ethnologue, Françoise Clostre, dans les années 70. Issam Habré l'a violée et ils ont fait un enfant. Quand elle a été libérée après paiement de rançon, elle a voulu se débarrasser de la grossesse.
Son mari lui a dit non, il faut garder. Mais il y avait le commandant Galopin venu remettre la rançon exigée. Il a été exécuté. Donc la France dit, on préfère, malgré tout ça, on prend Etienne Habré parce qu'il a fait ses études chez nous. Mais on lui garde dedans. Dès la première occasion, on va lui faire sa peau. Maintenant, vous avez, et c'est le style de tous les dictateurs. C'est-à-dire qu'on les met là, et au dernier moment, ils se prévalent de nationalisme pour justifier leur rapine et leur dictature. Mobutu, euh, sa mère avait épousé, il était de père inconnu. On soupçonne son père d'être originaire de Centrafrique. Euh, on l'a renvoyé de l'école pour insubordination, on l'a conscrit dans l'armée de force. Euh, il sort de là avec le grade d'adjudant-chef, qui était adjudant au sergent-chef. Je crois que c'est adjudant-chef. C'est le grade le plus élevé auquel pouvait prétendre un nègre au sein de l'armée coloniale. Il a eu une formation de comptable en plus il a tâté du journalisme. Euh, Patrice Lumumba, euh, Patrice Lumumba, vous vous trompez, le père de Mobutu n'était pas togolais. Vous parlez du Togo à cause de son acquaintance avec Eyadema. Je vous signale que Eyadema était dans l'armée dahoméenne, c'est-à-dire Bénin, et après on leur a trouvé un pays. Mais si vous lisez les archives des services secrets français, c'est marqué à la place d'Eyadema des parents tchadiens inconnus. Voilà. Mais Mobutu n'a rien à voir avec le Togo, ni Eyadema d'ailleurs. Je m'adresse à mon ami Steve Tchedju que j'accueille. Si vous voulez un jour ou bien tout à l'heure, je vais revenir dessus dans les profondeurs. Mobutu n'a strictement rien à voir avec les Togolais, même pas Eyadema. Quand il revient de la guerre d'Indochine, on les prend. Il était dans l'armée dahoméenne, etc. Donc voilà. Eyadema était tchadien de parents inconnus. Mobutu était des pères inconnus mais centrafricains. Mais rien à voir avec le Togo. Alors, donc Mobutu est le secrétaire de Lumumba. Lumumba, son défaut, c'est qu'il s'est prévalu des communistes. Nous sommes en pleine guerre froide. On l'accuse de sympathies communistes. Quand il y a la table ronde à Kinshasa, à Bruxelles, table ronde, c'est le nom qu'on donne au pourparlers entre nationalistes congolais et autorités belges devant déboucher sur l'indépendance. On fait à Lumumba ce qu'on a fait à Kanto. On appelle tout le monde, mais on écarte Lumumba et on le met en prison, on l'accuse de vol. Il travaille à la poste. On dit qu'il a volé de l'argent. Donc quand ils arrivent euh, à Bruxelles, les hommes politiques congolais font ce que n'ont pas fait les Camerounais. Parce qu'il aurait suffi que Cabral Libi dise je reconnais ma défaite, mais je reconnais la victoire de Tiroma. Il aurait suffi que Joshua Achou, alias Kokiman Bébé Jouflu, dise voilà, moi j'ai perdu Tiroma. Ils ne l'ont pas fait. Mais ce que les Congolais ont fait, ils ont dit voilà, nous venons pour parler, tous les partis, les Kalunji, tout ça était là-bas, les Moïse Chombe, un autre traite. Ils disent nous ne faisons rien si Lumumba n'est pas là. Les Belges disent mais Lumumba est en prison. On dit ben allez le chercher. On envoie un avion, aller chercher Lumumba, on le sort de sa cellule, et il y a les tables rondes. Mais Moïse Chombe, qui était du Katanga, ce qu'on appelle le Shabbat, lui, il aimait l'argent. Donc, on est en train de discuter. Les Belges disent, bon, voilà, les amis, nous avons vécu longtemps ensemble. Depuis 1800 et poussière, on est là, on va se séparer, mais pas comme ça, on va aller étape par étape. Autonomie interne, ceci, cela. Et puis Chombe prend la parole. Mouvement progressiste. Lumumba lui donne un coup sur la tête. Il se fâche. Pour Anini Ouza Betanga, hein? Tu me tapes pourquoi? Donc, voilà autant de choses. Mais Lumumba a nommé à Bruxelles Mobutu, qui tâtait du journalisme, comme son nom, le représentant au bureau de Bruxelles. Quand il y a l'indépendance, le seul dans la pièce qui avait une texture militaire, pour avoir été conscrit de force dans l'armée, c'était Mobutu qui est sorti, je vous ai dit, avec le grade de sergent ou d'adjudant-chef.
parce que les Congolais veulent une indépendance effective. Celui qui est à la tête de l'armée du Congo, c'est un Belge. Mais c'est incongru, parce que le pays est indépendant. Mais pourquoi nous allons avoir à la tête de notre armée un Belge? Donc, on va prendre un Congolais. Donc, c'est comme ça que Lumumba interpelle Mobutu dans la pièce et il lui dit, tu t'occupes de l'armée. Donc, les États-Unis, avec la Belgique, vont le retourner parce que le Congo est intéressant à les yeux. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que les Américains ont eu à voir? Le Congo n'a jamais été une colonie américaine. Euh, mais les Belges sont les obligés des Américains. C'est à la demande des Belges qui vont démarcher les autres Américains qu'on va créer l'OTAN, l'Alliance Atlantique Nord, ce qu'on appelle NATO en anglais, avec les pays BAT et tout ça, parce qu'ils vont dire, ben, ne nous laissez pas, les Soviétiques vont nous faire ceci, donc on fait l'OTAN. Donc, ce que disent les Américains, c'est ce que font les Belges. Mieux encore, la bombe, lorsque Roosevelt meurt pendant son 4e mandat, on va changer la constitution pour mettre une limitation de mandat. Roosevelt va prendre comme vice-président Harry Tubman. Harry Tubman, pour ne pas lui faire de l'ombre, Harry Tubman, c'était un marchand de chemises et de cravates dans le Missouri. Il le prend, mais il meurt en cours de mandat. C'est Harry Tubman qui finit le programme de la bombe nucléaire américaine. Et il va expérimenter la bombe au Japon. Nagasaki et Hiroshima. Comment vous appelez ça? Ça va me revenir. Hiroshima. Mais ce que je cherche à vous dire, c'est que l'essai que les Américains font, la bombe a été obtenue à partir de l'uranium congolais. Donc, si on laisse Lumumba, qu'on soupçonne des sympathies communistes, il peut nous faire la peau. Parce qu'à l'époque, l'Union soviétique ne dispose pas de la bombe. Mais ce sont des propres techniciens américains qui vont vendre la technique, qui vont donner, pas vendre, parce qu'ils ne font pas ça pour l'argent, pour des raisons mercantiles. Ils le font par sympathie idéologique. Comme en ce moment, nous recevons des informations des forces armées du Cameroun qui n'acceptent pas ce qui se passe. Donc, ça sera la même situation avec les techniciens américains qui vont donner la technologie à l'Union soviétique qui va se doter d'une bombe nucléaire. Mais l'uranium vient du Congo. Donc, on ne peut pas... oui, Harry Truman, merci. Thomas, c'est pas la même chose. Vous avez raison. Harry Truman, marchand de chemises de Missouri, Missouri, pardon, devenu dans la foulée vice-président. Merci pour la rectification, Bossinger. Et Nino Zampana. Et je vous accueille d'ailleurs, on ne s'est pas dit bonsoir. Donc voilà les enjeux. Mobutu va profiter de cela parce que nous sommes en pleine guerre, la guerre froide. Mobutu va se présenter aux Américains comme un anticommuniste primaire et secondaire. Et on fera de lui le verrou anticommuniste. Vous voyez le Zaïre, actuel RDC. À côté de lui, vous avez l'Angola, pays communiste. Vous avez la Zambie. Vous avez le Mozambique. Donc Mobutu, c'est celui qui est le paravent contre le communisme. Les hommes à lui vont aller se battre. Les gens de son armée d'élite, l'élite de son armée, ils vont aller se battre en Angola. Il va perdre des hommes de valeur là-bas. Il y a une rébellion. L'UNITA, un mouvement qui s'oppose aux nationalistes, d'obédience capitaliste. Les Américains vont utiliser le Zaïre pour fournir Jonas Savimbi, le patron de l'UNITA. Donc, il y a ce... Donc, Mobutu, c'est un homme à eux. Mais les choses vont changer. Parce qu'il prend parti pour les républicains. Il finance leur campagne. Chaque fois qu'il y a une élection aux États-Unis et que les républicains la gagnent, il va savoir le champagne avec eux. Mais il y a un jeune étudiant américain. Il est étudiant à Oxford, en Angleterre. Il s'appelle Bill Clinton. Il finit ses études.
il rentre, il est gouverneur d'Arkansas. Quand il devient président, il dit, j'étais étudiant, ce type était déjà président. Je suis devenu gouverneur de l'Arkansas, il était toujours président. Je suis moi-même devenu président, il est toujours président. Il faut qu'il parte. On va mettre en place des gens pour le dégager. Et Biya va subir le même sort. Parce que Biya ne fait plus l'affaire. Il y a la conférence nationale. Ça a commencé comme ça a commencé au Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas de conférence nationale. Biya dit, sous la dictée de Yvon Homès, l'ancien ambassadeur de France, qui arrivait à l'âge de faire valoir ses droits à la retraite, traverse la rue avec ses armes et bagages, il va s'installer à Etoudi, véritable président bis du Cameroun. C'est lui qui empêche la conférence nationale, c'est lui qui donne l'idée de la tripartite pour empêcher tout cela, c'est lui qui est à l'origine des représailles des Villemontes, c'est lui qui est à l'origine des représailles de ce qu'on a appelé les manifestations de la faim, c'est lui qui donne l'idée du commandement opérationnel où on a massacré des gens, des enfants, des gens qui ont disparu et dont on n'a pas de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est lui. Mais les choses évoluent. Vous avez suivi les confidences d'Amadou Ali à l'ambassadrice des États-Unis. L'ambassadrice des États-Unis lui pose la question de savoir ce que les nordistes ont l'intention de faire avant l'élection de 2011. Amadou Ali lui dit tant que Biya veut rester au pouvoir et qu'il est en état de gouverner, nous, les gens du Nord, Grand Nord, nous allons le supporter. Mais après lui, il sera hors de question qu'on supporte encore quelqu'un de l'ère géographique de Paul Biya. Issa Tiroma, qui est un fin stratège, il dit aux journalistes, mais en réalité, il ne s'intéresse pas aux journalistes, parce qu'il sait que Biya essuie toutes ces questions. Il dit, nous allons accompagner Paul Biya jusqu'à la fin de sa carrière politique. Mais en disant cela, il a endormi Paul Biya, parce qu'il attend le moment propice. Mais quand il dit, nous allons... alors, on me dit qu'il y a des gens en faux profil avec un langage inacceptable. Alors, on va voir si on peut faire le ménage rapidement, les gars. Alors, qu'est-ce qui... alors, le Mozambique n'est pas du tout totalement adjacent à la RDPC. Oui, Alino Chira, je vous réponds, on n'a pas dit que c'était adjacent. C'était des pays d'obédience communiste, Alino Chira. Et c'est pour ça que le premier président du Mozambique a été victime d'un attentat d'Afrique du Sud, dont le propos n'était pas dit que c'était adjacent. Ce sont les pays d'obédience communiste, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que les pays qui faisaient frontière. J'ai cité le Mozambique parce que Samora Machel, peut-être que ça vous dit quelque chose, vous qui semblez connaître l'histoire, l'époux en première noce de la deuxième femme de Mandela, Samora Machel, l'homme qui disait le jour où vous entendrez les blancs dire du bien de moi, c'est que sachez que je vous ai trahi, il a été victime d'un attentat en 1986 à cause de ses sympathiques soviétiques. Alors Biya, je dis Biya, Mobutu, qui s'était prévalu de la posture d'anti-communiste, était comme le paravent contre ces pays. On les appelait les pays de la ligne de front. Front de quoi? Anti-apartheid. Parce que l'Afrique du Sud était soutenue par la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, revoyez, ou alors vous m'avez mal compris, personne n'a dit que le Mozambique était territorialement adjacent. C'était la même chose avec le Mozambique, parce qu'ils avaient la même situation idéologique, etc. Alors, je continue. Certainement comme toi en ce moment, c'est Klaus. Alors, oui, très bien, c'est Klaus Elim Judas qui donne les hommes. Tout à fait, c'est vrai. Bobo, on vous observe. Alors, précisément. Alors, je lis un commentaire là rapidement, les amis.
Donc lui, je vais le bloquer. Voilà. Alors, tous les gens qui traînent des propos discourtois, on va les enlever parce qu'on est là pour échanger. Vous pouvez contredire tout ce que je dis. On est là pour apprendre et voilà. Donc, si vous avez des éclaircissements, apportez-les. C'est pour ça qu'on est là. Alors, Blondel met son numéro que je prends. Alors, il y a un qui me demande pourquoi je m'appelle Dupont, je vais le bloquer, parce que moi, je ne vous demande pas pourquoi vous vous appelez. Euh, on n'est pas devant un juge d'instruction ici. Alors, alors celui-là, on a enlevé. Alors, cette affaire de midi arrive vraiment loin. Question que vous allez me poser à la fin. Alors, celui-là aussi, on va le bloquer. Et Bruno Billon de 7 ans. Voilà, bonjour. Très bien. Excellente question, Alino Schirrer. Les membres du pouvoir actuel. Alors, je vous mets un peu de musique, hein, ou alors c'est même pas la peine. Merci les amis, tous ceux qui nous apportent des encouragements. Alors, on va y aller. Donc, tous ces régimes finissent pareil. Tous ces régimes qui, à un moment ou un autre, se comportent de la sorte, finissent pareil. Mais ils ne savent pas parce qu'ils se disent que avec eux, ça va se passer autrement. Ils n'apprennent pas des erreurs de leurs homologues. Alors, on va ranger chez nos amis TikTok. Voilà. Donc, ils n'apprennent pas de ça. Ils se disent qu'avec eux, ça va se passer autrement. Ça ne sera pas comme avec les autres. Et voilà. Mais quand ils s'aperçoivent, c'est trop tard. En 1992, 92 par là, la conférence nationale qui avait commencé au Zaïre, actuel RDC, battait de l'aile. Mobutu s'était replié à Gbadolit, dans son village. C'est Jacques Foccart qui l'appelle pour lui dire, écoute, Léopard, c'est comme ça qu'il l'appelait, Léopard, si tu ne reviens pas, tu vas perdre le pouvoir. Il est à Kinshasa. Ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, ils connaissent le fleuve Congo. Il avait son navire qui tournait là, et l'ambassadrice des États-Unis, Melissa Wells, vient dans son navire et lui dit, monsieur, il faut accélérer les travaux de la conférence nationale. Mobutu lui dit, madame, nous travaillons en notre rythme. Les États-Unis ne sont pas une colonie des États-Unis. Un peu comme dit Bruno Bidjan, on n'est pas votre colonie ici. Mais il oublie qu'à un moment, ils se sont prévalus du soutien des États-Unis. L'ambassadrice lui dit, vous n'avez plus vos amis républicains à la Maison-Blanche. Voilà. Nous allons vous faire partir. Donc, elle est partie de Kinshasa. Mais tout ce que Mobutu faisait, tout ce que faisait Mobutu était balayé. Il fallait que Mobutu s'en aille. Bill Clinton cherche un moyen pour enlever Mobutu. Mais il faut que ça soit fait dans les normes. On a les Rwandais et on a les Ougandais qui veulent faire quelque chose parce qu'ils ont des revendications territoriales là-bas. Donc, ils s'en vont voir Julius Nyerere, le président de Tanzanie. Il leur dit, bon, il vous faut une caution. Parce que les gars disent, nous cherchons une caution nationaliste. Parce que si le Rwanda, l'Ouganda, la Grande-Bretagne et les États-Unis
vont attaquer Mobutu, on va dire que c'est une ingérence, une ingérence. En droit international, le pays est un pays souverain. Donc, quelque chose qui vient de l'étranger, c'est une agression extérieure. Donc, on dit, on va voir Julius Nyerere. Julius Nyerere dit, je connais un garçon que je vous recommande, Laurent Désiré Kabila. C'est un ancien gendarme katangais. C'est un fidèle de Lumumba, un nostalgique de Lumumba. Allez le voir. Bon, Kabila, il escroquait les Chinois, il disait qu'il allait devenir président, il allait leur donner des choses, il habitait dans les monts de Romzere là-bas, il prenait des gens en otage, il faisait du trafic du diamant, etc., des petits larcins. Il dit, donnez-lui un peu d'argent, il va faire l'affaire. Vous allez vous en servir comme de caution nationaliste pour attaquer Mobutu. Donc en 1996, on le rencontre, les pourparlers aboutissent sur un deal, on lui donne 250 millions de dollars. Et signe la cession de plusieurs endroits du pays. Une partie du Katanga, ce qu'on appelle le Chaba, et une partie du nord du pays. Des endroits comme Ngoma, Bukavu, tout ça. Donc on veut se débarrasser de lui. Donc, ce que les amis de Biya ne savent pas, vous ne pouvez pas vous revendiquer, vous ne pouvez pas avoir la poule et ses œufs et vous organisez quelque chose, cette mascarade où vous dites on est nationaliste, on est ceci. Ça ne va pas se passer comme ça parce que les gens de la communauté internationale, ils tiennent compte du contexte. C'est-à-dire que quand le peuple a évolué, on évolue avec lui. Ils voient ce qui se passe au niveau de l'AS. Ils disent, on a fait des bêtises là-bas, on a perdu des intérêts parce que les pays de l'AES sont en train de basculer dans le giron russe. Alors qu'il aurait suffi qu'on se désolidarisât de ces leaders corrompus pour avoir un peu de crédibilité. Donc c'est ce qui va se passer au Cameroun. Parce qu'ils ont des représentants là-bas, ils voient que la température est en train de monter, que les jeunes sont impatients et que le langage est de plus en plus à la conscientisation. Vous avez des jeunes qui ne se laissent pas compter, ils ont des instruments à leur disposition pour juger d'eux-mêmes, et ça peut faire mal. Mais quand on ajoute à cela la position géographique du Cameroun, pays du Golfe de Guinée, pays situé à l'intersection du Golfe de Guinée, s'il y a un début de trouble au Cameroun, prenez l'exemple du port. Le Tchad n'est pas un pays littoral. Leurs marchandises doivent transiter par le port de Douala. La même chose pour la République centrafricaine. Il suffit qu'il y ait un blocage pour que ces pays-là en pâtissent. Alors, vous demandez, Dicalo, qui dit pourquoi ce silence du président Chiroma. Non, il n'y a pas de silence. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour agir. Je vous ai dit que le président Chiroma, ça sera à vous très très prochainement. Il est en train de mettre en place certaines choses pour vous donner la marche à suivre. Parce que vous vous attendiez à quoi? Que parce qu'on a eu une investiture hier ou une prestation de serment bidon, une gesticulation, et que lui aussi se mette à parler. Donc, il y a des choses qui se font. Jérôme n'est pas au Nigeria, monsieur. Il est revenu au Cameroun depuis mercredi soir. Voilà, donc il y a quelqu'un qui dit ne faire absolument rien. On va se débarrasser de lui, gentiment. Voilà. On continue avec ceux qui sont plus courtois. Voilà. Très bien.
prends celui-là aussi. Alors, quelqu'un me dit, on a posté des informations sur les comptes. Est-ce qu'on les a postées ici? Si on les a postées ici, je vais les lire de gaieté de cœur. C'est lui qui m'écrit là pour me parler de ça. Ça nous intéresse. Si on les a postés ici, voilà, nous allons... alors, on dit, c'est mon ami John Martin qui me dit, il y a un événement, alors on va agrandir ça, il y a un événement qui est passé inaperçu au Cameroun peu avant les élections. C'est la visite du grand responsable de la gendarmerie française qui a été accueillie, réunion à l'appui par tous les responsables de l'armée et milice. Pourquoi cette visite suspecte? Je ne suis pas au courant, vous me donnez l'information. Voilà. Je vais, euh, je vais me renseigner et on en parlera. Mais là, c'est vous qui me donnez l'information. Alors, tout le monde, l'autre me dit, on est impatient, il faut nous comprendre. Vous avez raison. Euh, il y a pas mal de ces téléphones qui avaient été infiltrés. On est en train de remettre en place une autre logistique pour communiquer dans des conditions tout à fait normales et vous donner la suite à suivre, ce qu'il faudra faire. Donc ne vous impatientez pas. Je vous avais prévenu que ce serait un combat de longue haleine. Mais qui dit combat, vous ne pouvez rien faire sans stratégie et vous ne pouvez rien faire sans tactique. Donc, il faut un tout petit peu de patience. Vous comprenez bien que si ces histoires-là ne me paraissaient pas claires, je ne me porterai pas caution. Je ne viendrai pas ici vous parler de lui comme je fais. En 2018-2019, nous avons combattu ensemble. Je vous ai indiqué certaines voies qu'il fallait suivre à l'époque. Ça ne s'est pas fait. Donc, je suis encore plus chaud que vous. Voilà. Mais on est au courant de certains détails. C'est pour ça que je vous demande de garder patience. Il y a des choses ici. Euh, on ne peut pas tout dire en public. C'est ce que je peux vous dire. Voilà. Mais si il n'y avait pas d'indication, moi je resterai pas dans cette stratégie. Donc nous avons des indications. Et je vous dis que nous sommes sur la bonne lancée. Un peu de patience. À quoi ça sert d'inventer une stratégie en parlant inutilement? Pas du tout. Mais je vous dis que nous sommes sur la bonne lancée. Et voilà. Alors, on me demande si j'ai bloqué un autre compte à l'offre. Je vais regarder ça très rapidement. Les amis, je pense oui. Je pense l'avoir fait. Sinon, je refais ça. Merci de me signaler. Ces gens de personnes qui viennent perturber le flot de notre récit. Voilà. Anaconda, Avirin. Alors, on regarde ça, les amis. Un peu. Oh, voilà, God Grace Virginia, que je n'ai pas salué depuis. C'est elle qui m'a posé la question, God Grace. Non, je n'ai pas lu. Si vous avez ça, repostez et je vais le lire. God Grace Virginia. Alors, je pense l'avoir viré celui-là. Je pense que c'est fait, hein, les amis. Je ne le trouve pas. Donc, il est parti. Son avis s'appelle... Oui, le Tata Morimedi, son avis s'appelait... Non, ça s'appelle le Camagnola. Le Camagnola. Le Camagnola, vous avez rectifié, c'est vrai, vous avez raison. Aruna Sango, qu'on salue. Ayato également. Il me dit de lire son message. Repostez-les, je ne l'ai pas vu. Aruna Sango. Ayato Amadou. Voilà. Donc, les amis, un peu de patience. Un peu de patience. Ça va se faire bientôt. Mais vous savez, on ne chasse pas une dictature presque cinquantenaire avec de l'huile de vinaigre. L'autre me dit comment n'est pas organisé une marche à Yaoundé venant de tout le Cameroun à pied à vélo. Ça servirait à quoi? On ne va pas organiser une marche vis-à-vis des gens qui sont insensibles aux questions de vie humaine. Voilà pourquoi je vous avais dit que si
vous respectez les villes mortes, ce qui a été respecté, c'était un succès. Après, il y aura une autre phase. Et cette phase, on est en train de la dérouler. Voilà, on est en train de la dérouler. Les choses vont se faire, et vous verrez. Et on a beaucoup d'étapes devant nous. Et nous allons les suivre ensemble, les amis. Donc, ne vous inquiétez pas. Moi, si ça ne me paraissait pas crédible, je n'y associerai pas ma voix. Je m'en déférerai tout de suite. Je vous ai dit, avec ou sans Tiroma, ça va se faire. Mais c'est le vecteur, c'est le catalyseur de celui qui catalyse tout ça. Euh, je sais ce qui va se passer. Et c'est dans l'intérêt des Camerounais. C'est dans l'intérêt de notre résistance. Nous avons reçu aujourd'hui des garanties. Parce que souvenez-vous que j'avais dit que vendredi, à partir de minuit, on bloquerait tout. Mais nous avons reçu certains offres de services. Nous avons reçu la garantie de la plupart des préfets, des sous-préfets et des gouverneurs. Parce que quand De Gaulle disait qu'une politique qui ne serve pas l'intérêt du genre humain est vouée à l'échec, on tient compte de certaines choses. Nous avons reçu des éclaircissements et de certains préfets et nous en tenons compte. Voilà. Et nous sommes satisfaits de ce que nous avons compris. Parce qu'en toute chose, il faut être humain. Vous avez des pères de famille qui sont là-bas, ils sont des préfets contre leur gré, ils font le truc minimum. Certains nous ont envoyé des ordres, des menaces, non seulement d'Atangandji, mais les assassins professionnels du régime qui les menacent. Donc, ils font ce qu'ils peuvent faire humainement. Je vous ai parlé l'autre jour de la notion de la compassion et de la commisération. Quel que soit ce que vous voulez faire, si vous n'avez pas la capacité de vous mettre à la place d'autrui, à la place de votre semblable, vous n'avez pas la capacité de voir en votre semblable vous-même ce que vous ne faites rien pour le compte pour améliorer le sort de vos semblables. Il y a des préfets qui nous ont contactés, y compris le préfet de Bagno, qui avait malheureusement décidé de sceller des magasins, mais le pauvre, il n'avait pas de choix. C'est la même chose pour le sous-préfet de Douala qui a commencé à sceller les magasins. Nous avons échangé avec lui. Je ne vous dirai pas le reste de notre conversation, mais ça nous conforte dans l'idée que ce régime doit partir. Ces régimes qui intimident tous les Camerounais, qui menacent les pères de famille, qui procèdent à des chantages, à des menaces d'assassinat, y compris des préfets et des sous-préfets. C'est Senghor qui disait, quand on lui disait que l'armée sénégalaise va tirer sur des populations, il disait un militaire sénégalais n'est jamais qu'un Sénégalais habillé en militaire. Et on a fait notre réunion aujourd'hui, on a dit, je leur ai dit, un préfet ou un sous-préfet n'est jamais qu'un Camerounais qui est habillé en sous-préfet, mais qui est victime des menaces. Donc, nous sommes satisfaits de ce que les préfets nous ont dit, de leur patriotisme. Donc, je demande aux troupes du Front patriotique camerounais de les laisser tranquilles. Ce sont des patriotes, mais ce sont des patriotes qui ont le couteau à la gorge. Ils ont le couteau sous la gorge. Ils nous ont parlé en off et nous sommes satisfaits de ce que nous avons compris. Dans certains cas, nous avons coulé des larmes. Ce qu'on fait faire à ces gens-là. Quelqu'un qui a été à l'ENAM, sorti à société civile, il est livré au chantage, aux menaces d'un criminel de droit commun comme Atangandji. Certains sous-préfets nous ont donné des informations capitales pour la suite de ce que nous faisons. Donc je demande au Galadima, le Front patriotique camerounais, de plutôt les protéger. Voilà. Ce sont des pauvres gens,
qui ont fait des études pour pouvoir nourrir leur famille. Ils se trouvent là où ils se trouvent. Voilà. Donc on ne va pas... ce sont nos compatriotes. Et nous aurons besoin d'eux. Nous aurons besoin d'eux dans un Cameroun libéré, parce qu'ils connaissent la machine de l'administration, ils vont s'en servir à bon soin. C'est pour ça que je vous ai dit, les policiers ne sont pas nos ennemis. Parmi eux, il y a des patriotes. Parmi eux, il y a des patriotes qui nous donnent des informations. Certains pleurent au téléphone. Ce régime veut criminaliser tous les Camerounais, corrompre tous les Camerounais. Il y a des enseignants, celui qui parle du corps éducatif, il y a des enseignants qui ne sont pas payés depuis 5 ans. Ce sont des pères de famille. De quoi vivent-ils? De quoi vivent-ils? Il y a des gens à qui on propose de l'argent, beaucoup d'argent, pour qu'ils donnent leur fille de 16 ans, souvent de 14 ans, à des viergers. Vous imaginez ça? Quand vous êtes un parent, vous avez vu la rage avec laquelle je vous parlais l'autre jour en menaçant les préfets. Mais quand on les a au téléphone, on a foi au dos. On a foi au dos. Les pauvres, je me demande ce que je ferais moi si j'avais été à leur place. Parce que quand on menace de tuer vos enfants, qu'il peut arriver un accident, vous allez sceller, même si c'est une église qu'on vous envoie sceller, vous allez la sceller. On a eu la femme d'un préfet qui nous dit, mais ils envoient mon mari brimer les gens. Il dit, mais quand il revient à la maison, il pleure toute la nuit. Il fait des cauchemars. Ce régime a criminalisé tout le monde au Cameroun. On a renversé les valeurs. Il y a des pères de famille qui ne peuvent pas. C'est-à-dire, nous les jeunes, quand je dis nous les jeunes, moi je suis plus trop jeune, mais je parle de vous. Quand vous voyez ces papas, vous vous dites, mais pourquoi ils nous laissent tomber? C'est parce qu'on les tient. On nomme quelqu'un ministre et on lui dit de signer certains accords. On va dans son bureau, on envoie des gaillards. Souvent, ils sont 7. Ils vont dans son bureau, ils vont le sodomiser. La secrétaire entend des cris, des gémissements. Souvent, on va voir du sang au sol. Et quand ils sortent de là, ils passent devant la secrétaire et ils arrangent la braguette pour qu'elle comprenne ce qu'ils ont fait à son patron. Ça, c'est filmé. Donc,